Salut et bienvenue dans votre magazine TV My House consacré à l'habitat dont voici le sommaire. Pour se bâtir une maison, il faut d'abord avoir un terrain. Et dans Focus House, on vous montre tout le processus pour acquérir un bien immobilier. La Covid-19 nous impose une nouvelle façon de vivre. Comment respecter les mesures barrières dans un ménage? Est-ce possible d'y arriver? Plus d'infos dans Lifehouse. Par ailleurs, nous sommes en saison de pluie, mais quel type de fleurs faut-il pour le décor de l'intérieur et de l'extérieur de votre maison? Nous en saurons plus dans Astuce House. Papi Azobé, pourquoi nos murs ne transpirent pas comme chez Karine et Manuela? Parce que leur maison est essoufflée. Essoufflée? Cette maison est une grande sportive dans le monde de la nuit. Certaines nuits noires, des centaines de maisons bizarres se retrouvent dans la forêt pour des tournois de course de vitesse. Ce sont elles, ces maisons sorcières, qui se transforment le jour et les gens croient que c'est de l'eau. Il s'agit de remontée capillaire, la perméabilité des murs, les infiltrations d'eau, d'où l'innovation de Simoncam cette année de poncer pour vous le ciment Hydro, qui ne laisse pas passer l'eau pour vos constructions. Il est robuste et très économique. Avec Simoncam, votre pourvoyeur de solutions de construction. On enchaîne avec la première rubrique Focus House. Comment acquérir un terrain? Quel est le processus à suivre pour l'acquisition d'un emplacement? Toutes les informations dans le reportage de Tommy Tamou. L'exclusivité de la vente immobilière appartient au notaire. C'est le point d'orgue de toute transaction permettant d'acquérir une propriété foncière ou tout simplement un terrain relevant du domaine privé. Aller par devant notaire s'inscrit dans un processus qui cache en arrière-plan plusieurs étapes aboutissant à l'appropriation d'une parcelle de terrain. Un processus élaboré et construit suivant l'ordonnance du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun. Eh bien, quelles sont les étapes qui entrent dans une procédure d'acquisition de terrain? Comment s'y prendre et que ne faut-il pas faire? Plein phare sur un process qui échappe à de nombreux usagers. C'est l'histoire de Mebara. Il a pour projet un terrain. Il se fait accoster par un vendeur qui lui présente l'objet de la transaction. Mebara apprécie l'offre et veut conclure l'affaire. Aussitôt, avec le chef de quartier, quelques voisins, Mebara et le vendeur signent un contrat de vente au commissariat et l'abandon de droit coutumier. Sauf que quelques temps plus tard, Mebara est confronté à un autre acquéreur qui brandit un titre foncier. Et hop, le début d'un litige. C'est le commun des achats de terrain dans notre société, des ventes ne respectant aucune règle et aucune norme en vigueur. Dans l'immobilier, il y a beaucoup d'arnaques. Mais l'arnaque vient généralement du fait que des gens... C'est-à-dire, il n'y a pas que des victimes qui soient effectivement victimes, ils se laissent généralement escroquer parce qu'ils veulent escalader. Ils ne veulent pas respecter les procédures. Ils courent après les opportunités, mettant de côté les procédures et à la fin, ça les rattrape. Avoir l'initiative d'acquérir un terrain, c'est la marque du départ. Face à un vendeur, il est conseillé de demander la copie du titre foncier. Ici, l'objectif est à deux niveaux. Primo, avoir la certitude de l'authenticité de ce document. Secondo, savoir si des transactions sont encore possibles sur le dit document. Vous avez deux possibilités, soit faire recours directement à un notaire ou alors aller au niveau des services du cadastre pour qu'on puisse vous délivrer un certificat de propriété. Vous venez ici au niveau du cadastre, vous demandez ce qu'on appelle un certificat de propriété. Ce certificat de propriété, c'est en réalité un conservateur qui vous le délivre, qui vous donne toutes les charges qu'il y a sur le terrain. Alors, l'intervention du notaire consiste dans un premier temps à vérifier la disponibilité. Après ces vérifications, l'étape suivante est la descente sur les lieux. Nous, on descend sur les sites pour présenter effectivement l'objet, les terrains objets de votre convoitise en fonction de votre besoin. Une étape qui fait intervenir un géomètre assermenté. Disons deux choses. D'abord la superficie de la parcelle, le mécré,
mais aussi un plan qui va jouer avec son procès verbal. D'abord, vous donnez les mesures. Quelle est la distance entre deux points, notamment deux bornes. Ensuite, quelle est la superficie totale de vos parcelles de terrain. Et enfin, vous faire dresser un plan à cet effet. Les coordonnées géographiques recueillies par le géomètre seront ensuite validées par la délégation en charge des cadastres. Un processus qui conduit à l'établissement du dossier technique. Il faut toujours faire délimiter sa superficie par des bornes pour éviter des litiges, des empiètements ou confusion sur votre terrain. Et ceci dans les règles de l'art. Ce n'est pas le géomètre qui borne le terrain. C'est une commission qui est donc présidée par le sous-préfet, où il y a le chef de village, les notaires et tous les voisins. Après toutes ces étapes, le notaire intervient pour rédiger le contrat de vente. Une rédaction du contrat de vente qui survient, il faut le rappeler, après que l'acquéreur s'est mis d'accord sur le prix et l'objet de vente avec le vendeur. Contrat signé passe à la mutation du titre foncier à votre nom ou à un morcellement. Une précision, les contrats pour les personnes mariées au régime de biens communs se font signer en compagnie de leurs conjoints. Des procédures très souvent allégées du côté des sociétés immobilières. Donc on commence par lui présenter les différentes étapes pour acquérir régulièrement un terrain. Ici, l'acquéreur est accompagné du début à la fin. Force est de constater que sur le terrain, les usagers semblent ne pas avoir la pleine mesure de la situation. La quête à un toit, qui a un droit, conduit de nombreux citoyens dans des pratiques peu orthodoxes, dans des choix peu recommandables, notamment vouloir acquérir un terrain dans des zones non constructibles, des zones vertes et des zones à risque. Dans l'acquisition d'un terrain, hormis la procédure, le lieu où se trouve l'espace est à prendre en compte. Par ailleurs, il est judiciable pour l'acquisition d'un terrain dans un domaine national, entendez par là les terres libres de toute occupation et ceux des terrains d'habitation n'ayant pas de titre foncier, de se rapprocher du cadastre ou alors procéder par cette alternative. Soit faire une promesse de vente ou un protocole d'accord. C'est-à-dire on peut faire un protocole d'accord et on immatricule en son nom et ensuite on mute. L'acquisition d'un terrain par voie légale peut comporter des procédures contraignantes, mais elle constitue les arguments nécessaires pouvant défendre vos droits en cas de litige. La pandémie à coronavirus fait de nombreux ravages dans le monde entier et les recommandations de l'OMS sont très claires, à savoir la distanciation sociale, le port de masque obligatoire, le lavage de mains. Alors avec toutes ces mesures barrières, est-ce possible de faire barrage au coronavirus, de respecter la distanciation sociale dans nos différents ménages, dans nos foyers? Élément de réponse dans ce reportage. Il est 20h30. Cyril Noukomen est de retour chez lui. Dès son entrée, c'est de la main qui passe le bonsoir. Aucun stop, direction les toilettes. Bon, l'effort que je fais, c'est d'abord déjà de ne pas de saluer les enfants juste avec la main comme ça, coucou. Et je m'en vais direct soit aux toilettes, soit à la cuisine pour me laver les mains. Après, je me change. Après ça, maintenant que les accolades commencent. Un rituel qui dure depuis près de 3 mois, imposé par la pandémie de la Covid-19. Alors, après le dur labeur au boulot, il faut protéger les siens. De nouvelles pratiques qui ne se sont pas intégrées aussi facilement dans la famille. C'était beaucoup plus difficile pour les enfants. Parce que dès que vous ancrez les enfants direct, bon, le maman a dû le discipliner par rapport à ça. Et moi-même, parce que moi, quand j'entrais, j'avais tout de suite envie de les embrasser. Mais avec le temps... La maison est le refuge où il faut se sentir en sécurité. Depuis la survenue du coronavirus, des habitants ont opté pour des mesures strictes dès l'accès de leur demeure. Alors, pas étonnant de voir dès l'entrée de certaines maisons des seaux d'eau et du savon, ou alors des gels désinfectants. Les véritables mesures barrières, c'est à l'entrée de la maison. Avant d'entrer à la maison, vous vous mettez au propre. Et puis le reste, vous essayez, autant que faire se peut, garder une certaine distance, c'est tout. Certains sont allés un peu plus loin avec des restrictions de visite. Mais chez Noukomen,
La distanciation à l'intérieur de la maison est admise pour les visiteurs. Donc là, il y a vraiment une distance. Là, bon, vous voyez comme le salon est disposé. Bon, chacun essaie de s'asseoir un peu à une distance, pas très bien. On n'est pas collé, mais on n'est pas aussi rapproché. C'est comme ça. Pour le docteur Yoyo Ngangang, la distanciation entre proches dans une maison est utopique. La sécurité réside dès l'entrée. Chacun va qu'à ses occupations, il y a papa qui va au travail, peut-être maman elle est à la maison ou elle va aussi au travail, les enfants vont à l'école. Maintenant, quand chacun va rentrer, les premières choses à faire, par exemple, il faut se déchausser, retirer, se déparbouiller, ça veut dire retirer les habits que vous avez sur vous, et tremper immédiatement ou alors mettre à sécher. Maintenant, les parents feront de même. Alors, il n'est pas conseillé de créer forcément une barrière en famille, mais d'opter pour des pratiques sanitaires. Entre conjoints, la distanciation sociale est une vue de l'esprit, une chimère. Les mesures barrées dans une chambre, c'est impossible avec ma femme. Parce que tout le temps, il faut qu'on soit collés. Par ailleurs, il est déconseillé de mettre des gels hydroalcooliques dans tous les endroits de votre maison. Et son utilisation doit être parcimonieuse. Les gels, qu'ils soient hydroalcooliques ou autres, sont des fixateurs et non des tueurs. Donc, si on utilise beaucoup, on va fixer les germes. Et les germes ou les virus, les bactéries et autres peuvent créer ce qu'on appelle des résistances. Et ces gels ne fonctionneront plus à ce moment-là. Il serait donc difficile de parler de distanciation sociale dans une maison, surtout avec des enfants. Des pratiques comme le service à table peuvent annuler toutes les dispositions prises antérieurement. Mais tout réside sur la responsabilité des adultes. La saison des pluies s'impose à nous, mais c'est aussi une saison favorable à l'éclosion des fleurs et aussi à un changement de déco de votre maison. Alors, quel type de fleurs pour votre demeure? Priscille nous en dit mieux. La saison des pluies n'annonce pas que les temps moroses. Et on a celles qui profitent pour se faire une beauté. C'est le cas des plantes. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre chez vous et pourquoi ne pas mettre certaines plantes à la maison. Suivez-moi. Nous allons en direction de notre jardinier qui s'appelle Hippolyte. Regardez comment les fleurs sont verdoyantes. Soyez les bienvenus. Oui. Bonsoir. Alors Hippolyte, je connais tout l'entretien que tu mets pour que tes fleurs soient belles. Seulement nous entrons en pleine saison pluvieuse et je sais que l'eau favorise aussi la belle poussée. Alors peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'une maison et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? La saison des pluies, presque toutes les plantes évoluent normalement en saison des pluies. Mais le choix maintenant, c'est de savoir où est-ce que je vais mettre cette plante, à l'intérieur ou à l'extérieur, et quelles sont les conditions dans lesquelles la plante peut évoluer normalement. Toutes les plantes aiment la saison des pluies, surtout les plantes tropicaux. Si tu fais un mauvais choix, une plante qui aime le soleil, tu peux placer ça à l'intérieur par exemple, ou bien à l'ombre. La plante n'aura pas les possibilités de s'épanouir normalement comme ça se doit. Mais il y a certaines plantes qui sont comme les isoras, les euphorbiacées en général, les épines du Christ par exemple. Ce sont les plantes qui aiment vraiment le soleil. Il est bon de les placer à l'extérieur, sous le soleil, pour que leur évolution soit nette. Les plantes qui veulent rester à l'intérieur, comme les aglaonema, les Diplomacia sont les plantes qui sont bien aussi à l'intérieur. Il faut savoir, parce que les Diplomacia en général ne sont pas des bonnes plantes pour les endroits où il y a les petits-enfants, parce que c'est toxique. Mais pourtant, la saison est bonne. C'est des plantes qui aiment beaucoup la saison des pluies, quand il fait frais. Et ça mène long à l'intérieur. Si quelqu'un voit par exemple les aglaonema, il confond avec le Diplomacia et il refuse de mettre l'aglaonema à l'intérieur. Or, les aglaonema sont bien à l'intérieur pour que les enfants puissent être là, mais ça ne les dérange pas. Mais par contre, le Diplomacia, c'est le contraire. Quand un enfant enlève les feuilles, il met dans la bouche, ça lui crée les dommages. C'est toxique. J'aimerais aussi savoir, est-ce que l'aération d'une maison peut favoriser un type de plante précis? Oui, la fraîcheur d'une maison, ça joue beaucoup sur certaines plantes. La fraîcheur intérieure qui est là, en cette saison-ci, il faut savoir, comme le climat est frais, comment je peux entretenir cette plante maintenant pour que la durée de vie soit longue. Si la plante, à cause de la saison qui est déjà fraîche,
tu ajoutes encore beaucoup d'eau. Donc les conditions climatiques jouent beaucoup sur cette plante. Ça peut se crever dans un bref délai. Moins il faut arroser les plantes. Plus il fait frais, il faut diminuer l'arrosage intérieur. Merci Hippolyte pour ta brillante intervention. J'espère te retrouver bientôt pour de nouvelles explications. Bonne fin de semaine. À bientôt. My House, première édition Stop et fin. À la prochaine production pour de nouvelles informations sur l'univers de l'habitat. Papi Ajobé, pourquoi nos murs ne transpirent pas comme chez Karine et Manuela? Parce que leur maison est essoufflée. Essoufflée? Cette maison est une grande sportive dans le monde de la nuit. Certaines nuits noires, des centaines de maisons bizarres se retrouvent dans la forêt pour des tournois de course de vitesse. Ce sont elles, ces maisons sorcières, qui se transforment le jour et les gens croient que c'est de l'eau. Il s'agit de remontées capillaires, la perméabilité des murs, les infiltrations d'eau, d'où l'innovation de Simancam cette année de poncer pour vous le ciment Hydro, qui ne laisse pas passer l'eau pour vos constructions. Il est robuste et très économique. Avec Simancam, votre pourvoyeur de solutions de construction.